Bonjour Philippe Bertha. Bonjour Abel. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Objectif Gare. Alors la première question que je voulais vous poser, Monsieur Bertha, j'en ai parlé pendant les fêtes. Vous avez pris la parole juste avant les fêtes à l'Assemblée nationale. Bien évidemment, il y avait un débat sur la stratégie autour de la vaccination. Vous avez pris la parole et votre intervention a été remarquée, notamment par le Premier ministre Jean Castex. Est-ce que pour les lecteurs d'Objectif Gare ce matin, vous pouvez finalement résumer votre pensée autour de cette stratégie vaccinale ? Alors le discours, en fait, c'était un discours qui a retracé toute l'histoire de la pandémie, de son début chinois très probable et pratiquement confirmé, jusqu'à la situation du moment, et qui faisait montre effectivement qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les tentatives pour chercher de nouveaux thérapeutiques, de nouvelles molécules ont échoué. Elles continuent quand même, il y a encore des pistes sur Pasteur-Lille ou autres, mais on sait très bien aujourd'hui que la seule solution pour s'en sortir, c'est la vaccination. Et donc, à partir de là, eh bien, mon discours était bien sûr totalement pro-vaccinal, vous comprendrez, parce qu'on est un pays quand même très compliqué, nul égal, je ne connais pas d'autres exemples, où on puisse effectivement, dans le pays de Pasteur, continuer à mettre en cause la vaccination. Surtout que dans la stratégie qui nous est proposée, c'est une stratégie qui est vraiment sans risque. On a maintenant plusieurs millions de personnes vaccinées dans le monde, et j'entends toujours pas parler de quoi que ce soit, il n'y a vraiment pas de problème là autour. Donc maintenant, le travail est un travail de pédagogie, et c'est pour ça que je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui, et puis parce que si nous ne faisons pas comprendre à notre population qu'il faut que nous allions nous faire vacciner, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres, parce que c'est aussi aux autres qu'il faut penser, et puis bien sûr, au personnel soignant, eh bien, nous ne s'en sortirions pas. Il n'y a pas d'autre solution. Et moi, je n'ai pas envie de continuer à vivre des mois et des mois et des mois avec un masque sur le nez, sans interaction sociale, sans véritable vie. On va en parler dans quelques instants, effectivement, on va dire pour ceux qui sont plutôt dubitatifs concernant les différents vaccins et on va dire la dernière technologie qui est utilisée pour ces vaccins. Revenons à la stratégie vaccinale, j'en parlais il y a quelques instants et on le voit depuis plusieurs jours maintenant, l'opposition monte beaucoup au créneau pour reprocher au gouvernement cette stratégie vaccinale et le fait que finalement par rapport à nos voisins européens, ça ne va pas aussi vite. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Alors, déjà, de toute façon, je ne suis pas très inquiet sur les chiffres de vaccinés à court terme. On va probablement rapidement rééquilibrer tout cela d'un pays à l'autre. La seule limite que nous avons tous, c'est le nombre de doses auxquelles nous avons accès. Je rappelle que pour l'instant, la France n'a reçu la semaine dernière que ses 500 000 premières doses, les fameuses doses Pfizer-BioNTech, et reçoit aujourd'hui même les 500 000 suivantes. Donc, sans surprise, par exemple au niveau du département du Gard, eh bien le Gard, hier, à travers le CHU de Nîmes, a reçu, je crois, de façon précise, 4 690 doses. Donc vous prenez 500 000, vous comptez à la louche son département, ben on a notre lot. Donc il faut commencer avec ça. On ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Mais c'est quoi ? C'est l'Europe qui n'a pas passé assez de commandes ? Non, il y a... La bioproduction de ce type de vaccin, quelle que soit d'ailleurs la forme, c'est quelque chose qui prend du temps. Je rappelle que les normes qui sont en place, les autorisations de mise sur le marché, sur les vaccins, sont encore beaucoup plus dures que sur des médicaments classiques. Et vous n'avez juste le droit qu'à un 100%, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit à la moindre défaillance. Donc comprenons que les producteurs prennent le temps de la qualité. Mais un mot quand même, parce qu'aux États-Unis, par exemple, on le voit, il y a déjà plus d'1 million de personnes qui ont été vaccinées. Pour le coup, on fait beaucoup de reproches à Donald Trump. Cette fois-ci, on peut lui reconnaître qu'il a été peut-être proactif auprès des laboratoires en investissant financièrement. Est-ce que l'Europe ne paye pas peut-être effectivement aussi ça, c'est-à-dire de ne pas avoir investi dès le départ auprès des laboratoires pour être les premiers servis ? Alors ça, je ne vais pas faire de réponse trop technique parce que l'avantage des États-Unis, c'est qu'ils ont un système qui s'appelle le BARDA, qui est un organisme hautement réactif et qui effectivement a avancé beaucoup d'argent sur la production en prenant un risque majeur qui était le risque d'investir à perte parce que si le vaccin était inefficace ou n'était pas accepté par les autorités de santé américaines, la fameuse FDA, la Food Drug Administration, eh ben c'était à perte. L'Europe n'a pas de structure similaire, donc on a perdu beaucoup de temps, mais l'Europe a aussi joué. Elle a joué simplement de façon plus diversifiée,
Je rappelle que Pfizer est américain, donc les Américains, ils ne se sont pas posé beaucoup de soucis. Ils ont investi sur leur boîte américaine. Donc l'Europe a investi sur Pfizer, mais aussi a investi sur AstraZeneca, l'anglais, a investi sur Sanofi, GSK, donc franco-anglais, a diversifié un petit peu ses attributions de crédit. Le bon pari était Pfizer, parce que c'est effectivement Pfizer qui sort en premier, prêt à être entre guillemets consommé, en tout cas à être donné aux patients. Bon, tout ça va se rééquilibrer parce que les autorisations sur les autres produits vont se faire séquentiellement. Moi, je ne veux pas faire peur à qui que ce soit, mais la vaccination va être longue dans le monde entier. Je rappelle que l'objectif, c'est juste 7 milliards d'individus. Dans tous les process du moment de doses, ça fait 14 milliards de doses. Donc, il va falloir être aussi un petit peu patient. Cette patience a condamné la France à faire un choix. J'ai vu que la Hollande, qui n'a pas encore démarré, qui démarre aujourd'hui, va faire le même choix. C'est-à-dire que le choix a été fait, vous le savez bien, sur les personnes âgées, en particulier en EHPAD. Et puis désormais, puisque ils ont tous reçu leur convocation aujourd'hui, tout le personnel de santé, je parle de nos collègues nîmois, puisque c'est à 13h que le monde médical nîmois, public comme privé, libéral, s'inscrivait pour avoir son canon. Absolument. Effectivement, ça démarre ce jeudi dans les hôpitaux et dans les établissements privés de santé. Et vendredi, l'EHPAD, et on connaît l'EHPAD nîmois, effectivement, où vendredi va pouvoir démarrer également la vaccination chez ses résidents. C'est une bonne nouvelle pour le département ? Alors, c'est une bonne nouvelle. Moi, je voudrais quand même attirer aussi l'attention sur la difficulté de l'EHPAD en soi. La difficulté de l'EHPAD, c'est que, bon, dans les informations que j'ai, on a actuellement beaucoup de virus qui tournent, c'est que dans les autorisations de vaccination, il n'est pas inclus de vacciner des gens qui sont en état d'être infectés. Donc déjà, il faut déterminer par des tests PCR, ni des personnes qui sont classées comme contacts. Donc vous voyez bien qu'au sein d'un EHPAD, ça rend le travail très compliqué. Parce qu'il faut tester tout le monde, il faut comprendre qui peut être l'objet de la vaccination et qui ne peut pas l'être. Donc c'était un choix, bien sûr, compliqué aussi, parce que dans chaque EHPAD, c'est bien sûr une toute petite communauté. Donc ça diversifie le nombre de cibles. Donc c'est un choix qui est juste un choix de survie, puisque, vous le savez, les patients issus des EHPAD, qu'on le retrouve en milieu hospitalier, c'est à peu près un tiers des gens qui sont hospitalisés. Or, la population des EHPAD ne représente que 1% de la population. Donc on voit bien que c'est là que réside l'essentiel du problème et l'essentiel du risque de mortalité. Donc c'était un choix qui a été fait par la Haute Autorité de Santé. Je n'ai pas à le discuter. Somme toute, ça me paraît être un choix légitime. On parle d'un mot, des vaccins en eux-mêmes. L'inquiétude demeure sur la sûreté de ces vaccins qu'on appelle ARN messager. Comment rassurer les Gardois sur ce vaccin ? Alors, je voudrais surtout déjà essayer d'expliquer, je crois l'avoir déjà fait et je vais le refaire, que ce n'est pas un vaccin qui tombe du ciel. Le travail qui permet aujourd'hui d'avoir une proposition vaccinale en un peu moins d'une année, là où d'ordinaire, c'est plutôt entre 5 et même voire 10 ans, est lié à deux choses. Est lié au fait que la recherche amont, la recherche qu'on appelle fondamentale sur ce type de virus, a été remarquablement accomplie et acquise dès le début des années 2000 grâce aux épidémies de SRAS et de MERS. Donc tout ce qu'on a acquis comme connaissance a pu être traduit immédiatement pour ce type de virus. Donc on a gagné des années de recherche fondamentale. De même que sur l'approche vaccinale avec cet ARN messager, ça a 10 ans de recherche. 10 ans de recherche dans plein de laboratoires académiques, dans plein d'entreprises de biotechnologie. On cite BioNTech, l'allemand. Je sais que, par exemple, Sanofi travaille aussi avec une biotech américaine dans le même domaine. Donc, tout ceci a coagulé au bon moment, mais ça ne sort pas du chapeau et ce n'est pas quelque chose qui a été fait à la va-vite. Franchement, sur le cas de Pfizer, c'est quand même de mémoire 42 000 individus introduits dans les essais cliniques de phase 3. C'est monstrueux. Avant d'obtenir le résultat, qui a été 95% de la population vaccinée, protégée, et ensuite les autorisations de mise sur le marché. Donc c'est pas du tout quelque chose qui a été fait à la va-vite par je ne sais quel décideur. Moi, mon souci maintenant,
c'est que j'aimerais pas justement que tout le temps que nous avons gagné en amont sur la recherche, sur la préparation de ces vaccins, soit perdu en aval sur la production et sur l'administration et l'acceptabilité des populations. Ce serait vraiment, pour nous scientifiques, un échec total. Bien sûr. 2-3 mots rapides pour terminer, des questions, on va dire, pratico-pratiques pour nos lecteurs. Déjà, la différence entre le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna, puisqu'il vient d'être autorisé depuis hier également dans l'Union européenne. C'est quoi la différence entre les deux ? Eh bien, je n'en connais pas. Je n'ai pas le détail. En tout cas, c'est le même principe. C'est de l'ARN messager qui code la fameuse protéine S, des spicules de ceux qui sont donc ces protéines, la clé d'entrée du virus pour rentrer dans les cellules épithéliales. C'est le même principe. Ce sont aussi des lipides qui protègent cet ARN parce que c'est une molécule, vous le savez, c'est le pourquoi de la chaîne du froid, très fragile et qui en plus permet sa meilleure pénétration dans nos cellules. Donc il doit y avoir des petits artifices, des petites différences qui justifient deux brevets différents, mais sur le principe, c'est à peu près la même chose. Je pense, sans pouvoir l'affirmer, que très vraisemblablement, la solution vaccinale Pfizer pourrait accepter que moins 20 degrés. Le problème, c'est qu'ils se sont engagés dès le départ sur un cursus à moins 80 degrés, qu'ils ont mis en place tout le packaging, toute la chaîne de production, la neige carbonique, ils appellent ça des boîtes à pizza avec les petits piluliers, etc. Et qu'une fois qu'ils se sont engagés, parce qu'ils ont engagé la production avant les autorisations, ils ne voulaient pas faire machine arrière. Je ne suis pas sûr qu'on ne puisse pas se contenter assez rapidement pour le Pfizer du moins 20 degrés. En tout cas, quand j'avais questionné moi-même Pfizer début décembre, ils n'avaient pas fait le test des moins 20 degrés. Donc honnêtement, entre ces deux solutions, il n'y a pas grand-chose en termes de différence, peut-être simplement la conservation, comme on vient de l'expliquer il y a quelques instants. Une autre des questions qui revient là du côté des sceptiques à la vaccination, c'est de dire, effectivement, il y a très peu d'effets secondaires à court terme, mais est-ce qu'on a suffisamment de recul sur les effets secondaires qu'on pourrait avoir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans sur ce vaccin ? Alors, l'ARN a cette caractéristique d'être une molécule très labile, très fragile. Donc, elle va avoir juste le temps de rentrer dans votre cellule, certainement même pas dans le noyau de la cellule. Vous savez que nos cellules ont des noyaux. Elle va avoir juste le temps d'être l'objet de ce qu'on appelle une traduction pour produire quelques protéines. Elle va se dégrader. Donc, aujourd'hui, vous avez raison. Le recul que nous avons désormais, mais chaque fois qu'on se revoit, on gagne du temps. On a un recul maintenant d'un peu plus de 5 mois. Et il n'y a vraiment rien à signaler. Strictement rien à signaler, si ce n'est que pour l'instant, de la même façon, on ne peut attester d'une immunité acquise qu'à 5 mois. Et que notre souhait intime en tant que scientifique, et j'imagine pour mes collègues médecins, c'est une immunité d'au moins 1 an, idéalement 2 ans. Voilà. Donc ça, on ne peut pas avoir cette confirmation. C'est le seul point d'interrogation qui reste actuellement, c'est est-ce qu'on est capable d'être protégé plus de 5 mois ? Je ne peux pas, nous ne pouvons pas répondre parce que nous n'avons pas de personnes vaccinées de plus de 5 mois. Oui, et la dernière des questions, c'est celle-là, elle est en lien avec la protection, vous venez d'en parler il y a quelques instants, c'est qu'en Angleterre, on est presque en train de dire aujourd'hui qu'une seule dose, ça suffit. Est-ce que vous pensez que c'est le cas, qu'une seule dose suffit, ou il faudra absolument faire les 2 doses à 21 jours d'intervalle pour avoir une protection la plus complète possible ? Alors, je comprends la situation de désespérance dans laquelle est l'Angleterre. D'abord parce que je vous rappelle qu'ils ont fait tous les mauvais choix au départ. Ils n'ont pas fait le choix du confinement. Boris Johnson a perdu beaucoup de temps et qu'aujourd'hui, ils ont en plus affaire, vous le savez, à un variant qui n'est pas plus dangereux, mais qui se propage très clairement beaucoup plus vite. Et en plus, beaucoup plus à l'adresse des populations jeunes. Bon. Donc aujourd'hui, ils sont dans une situation, en tout cas Boris Johnson est dans une situation politique très compliquée. Moi, je vais raisonner en termes de scientifique. L'autorisation et tous les essais cliniques qui ont conduit à cette autorisation ont été faits sur la base d'une double vaccination à 21 jours d'intervalle. C'est dans cette condition-là qu'a été testé le vaccin. C'est dans cette condition-là et à cette condition-là que le vaccin a été autorisé. Aujourd'hui, tout à coup, à prendre le risque d'une démagogie en disant une seule dose, c'est un risque majeur. Je ne peux pas exclure que ça puisse suffire. En tout cas, personne ne l'a jamais testé. Donc moi, c'est un risque scientifique et au-delà un risque politique que je ne prendrai pas. Maintenant, à charge, effectivement, et j'imagine que c'est le cas, de tester la simple dose, mais ça prend du temps, les essais cliniques. Vous savez, 40 000 personnes, ça va prendre des mois et des mois pour avoir cette réponse. Oui, ça suffit ou ça ne suffit pas. Mais si ça ne suffisait pas, ce serait juste un drame.
Merci beaucoup, monsieur le député. Merci. Merci. Philippe Berta, d'avoir été avec nous sur Objectif Gare ce matin.